Salut et bienvenue dans la quatrième et dernière partie de notre tutoriel consacré au développement d'un site en utilisant le framework CakePHP. Donc dans cette partie, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à réaliser deux choses. Donc tout d'abord, mettre en place un système d'authentification pour sécuriser notre back-office. Et ensuite, comment optimiser les performances du site et alléger la charge serveur à l'aide du cache. Donc on est parti. Première étape, sécuriser un petit peu notre site parce qu'actuellement n'importe qui peut accéder au back-office. Et ça, c'est pas bien. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système d'authentification basé sur un couple login-mot de passe qui permettra à l'utilisateur de se connecter pour avoir accès à notre back-office. Donc pour gérer tout ce qui est authentification et autorisation, on a un composant plutôt utile dans CakePHP qui est le composant hot. Donc pour le charger, j'ai besoin de le déclarer. Donc un petit peu comme j'ai fait pour les helpers, je vais aller rajouter dans mon app controller la liste des composants. Donc là, je le fais dans l'app controller parce que c'est quelque chose qui est global à toute mon application. Donc public components égale array, et là je vais préciser les différents composants que je veux charger. Donc le premier composant, c'est le composant session. Donc c'est un composant que l'on a déjà utilisé, qui est chargé par défaut, mais là vu qu'on réécrit la variable, il faut penser à recharger, qui sert notamment à accéder à la session. Et c'est déjà utilisé lorsqu'on faisait des sets flash par exemple, on utilisait ce composant là. Donc si vous l'enlevez, vous risquez d'avoir des problèmes. En plus, le composant hot en a besoin. Et ensuite, on charge notre composant d'authentification. Donc automatiquement, seulement en rajoutant ces deux lignes, CakePHP va interdire toutes les actions et vous devriez tomber sur une jolie boucle de redirection infinie. Alors pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que ce composant a un comportement paranoïaque. Un petit peu comme si vous mettiez dans un htaccess un deny all au tout début de votre fichier. Donc là, par défaut, ce composant interdit toutes les actions, sauf une, qui est users/login. Donc le contrôleur users et l'action login, qui pour l'instant n'existe pas. Du coup, dans notre menu, vous vous souvenez, on faisait un request action. Et ce request action, il est interdit. Du coup, dès qu'il y a cette action-là, il essaie de recharger le contrôleur users et l'action login. Donc en fait, c'est ça qui provoque cette boucle de redirection infinie. Tout simplement, CakePHP essaie d'aller charger cette action-là. Il essaie de la charger, mais il tombe sur une erreur. Dans cette erreur, on a tout en haut ce request action. Du coup, ça c'est quelque chose qui est interdit. Du coup, il nous redirige vers users login, qui nous redirige vers users/login, et ainsi de suite. Et on arrive sur une boucle infinie. Donc si vous supprimez ces lignes-là dans votre élément menu, vous devriez voir que là, vous tombez sur l'erreur sans trop de problème. Donc c'est vraiment ça qui pose problème. Donc nous, ce que l'on va devoir faire, c'est définir un ensemble d'actions qui est public, qui ne nécessite absolument pas une authentification, pour éviter notamment ce problème-là, mais aussi pour que les utilisateurs puissent continuer à accéder au site normal. Donc pour ce faire, c'est très simple. Au niveau de votre contrôleur, il vous suffit de mettre un this hot hello. Donc ça veut dire que l'action qui arrive va être autorisée. Donc si vous mettez ça comme ça, vous voyez que là, j'ai accès donc à toutes mes pages. Donc là, le problème, c'est que du coup, ça a autorisé absolument tout. Si j'essaie de me rendre sur mon back-office, hop, j'ai encore accès. Donc moi, cette petite ligne-là, je vais lui dire de l'utiliser seulement si on n'a pas de préfixe. Si vous vous souvenez bien, au moment où on a créé un petit peu nos actions et notre architecture de site, on avait mis toutes les actions liées au back-office dans un préfixage avec admin. Donc la seule chose à faire, c'est ici de vérifier if isset this request params préfixe. Donc là, c'est différent de défini. Donc si le préfixe n'est pas défini, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est bien sur une action publique. Et on met un this authentification et ensuite on autorise. Donc maintenant, si j'actualise pour accéder au back-office de l'administrateur, vous voyez que je me fais bien rediriger vers l'action users/login et que j'arrive bien sur cette page d'erreur. Voilà, du coup, ici vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est qu'il met admin par défaut. Donc là, c'est parce qu'on a essayé d'accéder à une action qui a été préfixée par admin et ça pose problème. Donc là, au niveau de mon before filter, je peux paramétrer quelques informations au sein de ce composant. Donc ici, je fais this hot login action. Et là, je vais préciser l'action de login. Donc c'est le contrôleur users que l'on n'a pas créé pour le moment. L'action, ça va être login. Et j'en profite pour dire que l'admin, donc le préfixe admin, est à false. Comme ça évite ce petit problème-là. Donc si maintenant j'essaie de réaccéder à mon administration, vous voyez bien que je me fais rediriger vers users/login au lieu de admin users login. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que l'on va pouvoir créer, c'est le système d'authentification. Donc vous l'avez vu, j'ai besoin d'un contrôleur users. Donc ici, nouveau fichier, et je crée mon contrôleur. Donc hop, je vais l'appeler users controller.php.
Donc c'est un contrôleur standard, hein, classe users controller extends de appcontroller. Ce contrôleur doit avoir deux fonctions par défaut. Une première fonction qui est login, qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Et ensuite une autre méthode qui est la méthode logout, qui permettra à l'utilisateur de se déconnecter. Donc vu qu'on a créé ces deux actions, on est obligé de créer les vues qui correspondent. Donc ici je vais dans mon dossier view et je vais créer un nouveau dossier users. Et dans ce dossier users, je vais créer deux nouveaux fichiers. Donc un premier qui est un fichier login.ctp qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Et ensuite, et c'est tout. La vue logout redirigera vers par exemple la page d'accueil. Donc on n'aura pas de choses à mettre en plus. Donc là au niveau de ma fonction login, ici, je vais créer mon petit formulaire qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Donc ici, echo this form create et ça va être lié au modèle user. Et je n'oublie pas tout de suite après de le fermer. This form and se connecter. Donc j'ai besoin de deux champs. Un premier champ qui va permettre à l'utilisateur d'entrer son login. Alors par défaut, on va respecter un petit peu les nomenclatures de CakePHP, mais ce champ c'est username. Vous pouvez le changer, je vous expliquerai ça juste après, mais là on va éviter de se compliquer la vie. On va laisser username. Donc username et le label on va mettre login. Et ensuite on va demander à l'utilisateur son mot de passe. Donc pareil, ici c'est password par défaut sur CakePHP et là on va mettre en label mot de passe. Voilà, donc maintenant si j'accède à ma vue, vous voyez bien que j'ai pas la même erreur. Le problème c'est que maintenant il faut créer notre table. Donc cette table va s'appeler users. Hop. Elle aura trois champs pour le moment, donc l'id, on va mettre 4, vous allez voir pourquoi. L'id qui sera un entier en auto-incrémente et en clé primaire. Ensuite on aura le nom d'utilisateur, donc username, qui est un varchar, on va prévoir assez large, 255. Ensuite je rajoute une colonne. Ça va être son mot de passe, donc c'est password. Pareil, je vais prévoir assez large. Donc là, je ne fais pas beaucoup d'optimisation parce que ce ne sera pas une table qui sera utilisée souvent. Globalement, le password, à vous de voir comment CakePHP l'encode et de voir la taille de la chaîne pour réduire ce système-là. Donc là, moi, je vais rester sur du 255 pour éviter les problèmes. Et ensuite, un autre champ qui est le rôle. Donc ça, on va pas trop l'utiliser dans ce tutoriel-là, mais ça pourrait vous servir pour gérer un système à la fois d'administration et de membres. Par exemple, comme ça, vous pourriez avoir différents rôles d'utilisateurs. Donc là, on va mettre 60, ça devrait largement suffire. Et ce rôle, on pourrait le mettre en index si vous l'utilisiez, mais là, c'est pas le cas, donc on va sauvegarder. Donc ici, ma table est bien créée. Donc si j'actualise ma page, je tombe sur mon formulaire. Donc je vais mettre peut-être un petit header. Voilà, donc pour le moment, vous avez remarqué, je n'ai pas rentré d'utilisateur, donc là je vais me connecter avec admin et admin. Donc ici, voilà, j'ai mon formulaire qui est prêt, maintenant j'ai besoin de quand même créer une petite logique au sein de mon contrôleur login. Donc là, l'avantage c'est que CakePHP gère ça de manière plutôt automatique, mais ça a légèrement changé par rapport à CakePHP 1.3. Dans la 1.3, je crois qu'on pouvait mettre ça directement et ça fonctionnait. Là, il faut mettre une petite logique, mais vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc ici, on va vérifier si des informations ont bien été postées. Donc if this request is post, donc des informations ont bien été envoyées dans le formulaire. Dans ce cas-là, ce que je vais déclencher l'action du composant, donc c'est une action qui est un petit peu magique qui s'appelle login. Donc cette action, enfin cette méthode vous permet de faire deux choses. Donc sous cette forme-là, elle vous permet directement de vérifier le couple identifiant mot de passe qui a été tapé par l'utilisateur dans le formulaire. Mais cette fonction peut prendre aussi en paramètre un tableau qui est le tableau que l'on veut envoyer dans la session de l'utilisateur. Donc par exemple, ça peut être utile si vous faites un Facebook Connect ou un Twitter Connect pour injecter directement les informations et avoir le système d'authentification et d'autorisation qui fonctionne. Donc dans ce cas-là, si ça fonctionne, je fais un return this redirect et je le renvoie à l'utilisateur vers la page de redirection de l'authentification. Donc ça, c'est une page que l'on peut configurer ou tout simplement c'est la page vers laquelle l'utilisateur a essayé d'aller. Par exemple, vous voyez que j'ai été redirigé en essayant d'aller vers admin/post. Donc cette fonction-là me redirigera vers admin/post si j'arrive bien à me connecter. Sinon, j'ai un petit problème. Donc là, le problème, je fais un petit session flash et je mets votre mot de passe, votre login ou votre mot de passe
ne correspond pas. Alors eux dans l'exemple, ils l'injectent dans un tableau qui s'appelle hot, comme ça ils peuvent différencier les affichages des messages d'authentification des messages normaux. Moi j'ai pas besoin de faire cette séparation, donc là directement c'est un message standard et je définis le type, ici, type, et c'est un message d'erreur. Voilà, donc là j'ai normalement mon système qui fonctionne. Maintenant j'essaie de me connecter avec mon couple admin-admin. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe ici, il fait une petite requête où il essaie de récupérer l'utilisateur qui correspond. Et au niveau du mot de passe, vous avez sûrement cette chaîne bizarre. Alors ça n'a rien de bizarre, c'est tout simplement CakePHP par défaut encode tous les mots de passe. Et c'est ce système-là qui va nous permettre d'avoir une information sécurisée au sein de MySQL. Donc moi ce que je vais faire, je vais directement me baser sur ce SQL, enfin ce résultat-là, pour sauvegarder mon nouvel utilisateur. Donc ici je vais insérer mon nouvel utilisateur en faisant insert. Donc son ID, je ne définis pas. Username, c'est admin. Son mot de passe, c'est celui que je viens de récupérer. Et son rôle, c'est admin. Voilà, comme ça me permet d'éviter d'avoir à faire le système d'encodage de mot de passe manuellement. Donc maintenant, si je me reconnecte, vous voyez que... bon, j'ai le message d'erreur, c'est normal, j'avais oublié le session flash tout à l'heure. Mais vous voyez bien que là, je suis bien connecté au back-office. Donc je peux accéder aux différents systèmes sans trop avoir de problème. Alors pourquoi j'ai vu le message d'erreur seulement au niveau de l'admin? Tout simplement parce que dans mon layout par défaut, à tous les coups, voilà, j'ai directement affiché le content for layout. Alors que là, je devrais plutôt afficher aussi, juste avant, le this session flash. Voilà. C'est pour ça que je ne voyais pas le message et qu'il était resté en mémoire et qu'il s'est affiché seulement au moment de l'accès au back-office. Donc là, au niveau de mon back-office, je vais faire un petit lien qui permet à l'utilisateur de se déconnecter. Donc je ferme un petit peu tout. Et je vais sur mon template d'admin. Et juste à la fin, ici, je fais un petit lien. Echo, this, HTML, link. Et là, ça sera se déconnecter. Et l'action, enfin le contrôleur, ça sera users. L'action, ça sera logout. Et ici, je vais dire que admin est à false pour lui dire de ne pas utiliser le préfixage admin. Donc automatiquement, vous voyez que sur ce lien, je arrive bien à users/logout. Donc moi, je veux que ça fonctionne. Donc ici, au niveau de mon users controller, je vais tout simplement détruire la session. Donc je vais mettre this session destroy. Donc comme ça, la session est supprimée. Ensuite, je mets un petit message pour préciser que tout s'est bien passé. Donc flash, vous êtes maintenant déconnecté. Et ensuite, je redirige vers la page d'accueil du site. Donc ici, redirect. Et je redirige vers la racine. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est plutôt ici, au lieu de this session destroy, c'est tout simplement this hot logout. Voilà, je crois que c'est celle-là la bonne action. Donc, si maintenant j'actualise, je reclique sur se déconnecter. J'essaie d'accéder à mon administration. Et vous voyez bien que je n'y ai pas accès. Donc là, automatiquement, ça déconnecte l'utilisateur. Si vous voulez comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne, ce que je vais faire, c'est que dans mon système default, ici, je vais mettre un petit printer pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe dans la session. Donc ici, je vais mettre debug, plutôt, this session read. Donc ça me permet de lire la session. Donc automatiquement, donc par défaut, vous voyez que je n'ai aucune information liée à l'utilisateur dans la session. L'utilisateur se connecte. Et là, automatiquement, je vais retourner sur le front office. Mais vous voyez que j'ai un composant, un index hot comme authentification qui dedans contient les informations de l'utilisateur. Donc CakePHP, pour savoir si un utilisateur est logué ou pas, tout simplement ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier si j'ai bien cet index hot et si à l'intérieur j'ai bien comme info utilisateur le username. Donc s'il n'a pas cette information-là, c'est que l'utilisateur n'est pas authentifié et du coup n'a pas accès à toutes les actions, sauf celles qui sont publiques. Donc maintenant, je me rends sur le back-office et je vais me déconnecter. Imaginons que je veux créer un second utilisateur. Donc là, je me rends sur l'admin et je vais l'appeler admin. Et je vais l'appeler users et je vais lui mettre comme mot de passe users. Ça c'est juste pour m'en souvenir, éviter de garder des mots de passe aussi simples. Et je vais aussi l'insérer au niveau de ma base de données. Donc là, insertion. Donc le username, ce sera user. Le mot de passe, c'est le mot de passe encodé. Et son rôle, c'est user. Ou membre, ou ce que vous voulez.
Donc imaginons maintenant vous avez envie de dire que l'utilisateur n'a accès qu'à certaines actions et par exemple l'administrateur a accès à tout. Donc si maintenant je me reconnecte en tant que user, vous voyez j'ai accès à l'admin. Donc ça ne va pas du tout. Donc pour gérer donc là ce que l'on a fait en fait c'est qu'on a géré l'authentification de manière assez simple. Mais on n'a pas forcément poussé un petit peu. Donc ce que l'on peut faire c'est au niveau du composant d'authentification c'est préciser d'autres paramètres. Donc vous avez par exemple le vis authenticate qui vous permet de définir le système d'authentification que vous voulez utiliser. Donc nous par exemple ici on a utilisé le système de formulaire. Vous en avez plusieurs, vous avez par exemple un système d'authentification par requête HTTP ou par système de digest HTTP. Donc nous on reste sur du form, c'est l'option par défaut, donc ici on ne précise rien. Mais ensuite vous avez une autre action qui est plutôt cool, c'est la possibilité de préciser le système qui va définir est-ce qu'un utilisateur est autorisé ou non à accéder à une action. Donc ici c'est vis-authorize et ici on va préciser le système d'autorisation. Donc il y en a 3 par défaut. Donc vous avez l'action authorize, c'est globalement un système qui utilise les ACL, CRUD authorize qui est encore une fois un système qui utilise les ACL mais avec des actions CRUD. Donc ça, des actions CRUD. Et ensuite le dernier qui nous intéresse c'est le contrôleur, le système de contrôleur. Donc ici on va dire qu'on veut utiliser le système d'authentification par contrôleur. Donc automatiquement, si vous actualisez votre page, vous devriez tomber sur cette erreur-là. Pourquoi on a ce message d'erreur? Tout simplement parce que cette méthode d'autorisation est une méthode qui nécessite une action au sein de notre contrôleur. Donc ici, dans mon contrôleur principal, je vais définir cette fonction, elle s'appelle isAuthorized. Et c'est une fonction qui prend en paramètre l'utilisateur et qui en retour dit true si l'utilisateur a le droit d'accéder à l'action et false sinon. Donc automatiquement, si j'actualise ma page, vous voyez que l'utilisateur y a accès. Si je mets un return false, automatiquement l'utilisateur n'aura plus accès à cette page-là. Donc le principal avantage de ce système-là, c'est que l'on va pouvoir gérer directement depuis une action les systèmes d'autorisation. Donc l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple à utiliser qu'un système CRUD. Là, vu qu'on est sur un site assez petit qui ne nécessite pas forcément des autorisations super complexes, ça suffit. Donc vous pouvez définir cette fonction dans l'app contrôleur comme je viens de le faire pour définir une règle globale ou vous pouvez le faire individuellement dans chaque contrôleur. Donc moi la règle est plutôt simple. Globalement, c'est l'utilisateur une fois logué aura accès à ces pages seulement si son rôle correspond au préfixe. Donc ici, je vais faire un petit debug de users et je vais aussi débugger request pour voir si j'ai bien les informations liées à ma petite requête, pour savoir si notamment j'ai le préfixe. Voilà, donc là vous voyez bien que j'ai les deux informations. Donc dans user je récupère directement les informations de l'utilisateur et dans cake request je récupère bien toutes les informations. Donc là première chose, si je n'ai pas de préfixe défini, dans ce cas-là je retournerai true directement. L'utilisateur a accès à cette action, il n'y a pas de problème. Donc if différent de isEtVisRequestAction. Donc là normalement je rentre même pas dans ce tableau mais au moins ça me permet d'être sûr. Je fais un return true. Donc ici j'ai dit que j'allais me baser sur le préfixe. Donc mon principe c'est de faire un petit tableau donc je vais appeler roles égale array et qui détermine les différents rôles et qui leur associe entre guillemets un poids. C'est-à-dire est-ce que l'administrateur est supérieur au membre ou ainsi de suite. Donc là par exemple je vais dire que l'admin c'est le 10e et qu'ensuite on a le user qui a la puissance 5. Donc globalement, pourquoi je fais ce système-là? Tout simplement pour dire que un administrateur a le niveau 10, c'est-à-dire qu'il a accès à toutes les actions qui sont préfixées de niveau 10 ou inférieur. Donc là, j'ai besoin de récupérer le préfixe et vérifier qu'il est bien dans les rôles. Donc ici, if isEtRoles, et là je récupère le préfixe. Alors le level de l'action, donc level action, ça sera ce petit tableau. Sinon, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai un préfixe qui n'est pas défini, qui ne devrait pas être là. Donc là, je mets directement un return false, ça veut dire que personne n'y a accès. Donc là, j'ai le niveau de l'action, je vais prendre le niveau de l'utilisateur, donc level user, et le niveau de l'utilisateur, ça sera un petit peu la même chose, ça sera le rôle, et ensuite entre crochets, user, rôle. Voilà. Comme ça, j'ai le niveau. Donc maintenant, si le niveau de l'utilisateur est supérieur au niveau de l'action ou égal, il y a le droit. Sinon, il n'a pas le droit. Donc ici, if level user est supérieur ou égal
au level de l'action, mais dans ce cas-là, l'utilisateur aura bien accès. Return true. Sinon, else, return false. Voilà, comme ça, là j'ai géré un système d'authentification simple par un système de préfixage. C'est-à-dire que si l'utilisateur, donc là j'ai même pas besoin du else, je peux mettre un return false direct. Donc globalement, on aura des actions qui seront préfixées. Donc une action préfixée par admin ne sera accessible que par l'admin, et une action préfixée par user, ou n'importe quel autre préfixe si vous en changez plus tard, sera accessible que par les utilisateurs, mais aussi par les admins, vu qu'ils ont un niveau supérieur. Donc moi, c'est un système que je mets en place assez souvent lorsque je veux mettre un système d'autorisation rapide. L'avantage, c'est que vous n'avez pas trop à vous prendre à la tête à le configurer. Automatiquement, il vous suffit de définir les actions à autoriser ou à ne pas autoriser à l'aide du préfixe. Donc maintenant, si j'actualise, au niveau de mon admin de poste, vous voyez que je n'y ai pas accès. Donc je suis obligé de me déconnecter. Donc ici, on va faire users/logout. Et je vais me connecter en tant qu'admin. Donc là, j'essaie d'accéder à l'administration encore une fois. Et ici, je mets admin, admin. Et automatiquement, vous voyez que j'y ai bien accès. Donc mon système d'autorisation marche. Donc après, à vous de voir, ce système de isAuthorize, c'est selon moi le meilleur système. Après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement au niveau de votre composant hôte, définir un nouveau système d'autorisation. Donc là, moi, je ne voulais pas rentrer forcément dans quelque chose de compliqué, donc on va rester sur ce système basique. Mais si vous voulez gérer un système beaucoup plus complexe, sachez que vous pouvez le faire à travers un composant d'autorisation. Voilà. Donc là, ce composant est largement suffisant pour ce que l'on veut faire. Donc si par exemple maintenant j'ai envie juste d'avoir un petit espace membre très simple, qui affiche juste le nom de l'utilisateur, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement au niveau de votre fichier core de rajouter un préfixe. Donc là, je rajoute le préfixe user. Voilà. Ensuite, au niveau de l'action que vous voulez, donc moi ça va être dans users controller, je vais faire une function user underscore profil. Et là, je vais mettre die bonjour suivi du nom de l'utilisateur. Alors pour récupérer le nom, vous pouvez attaquer directement le composant hot et ensuite user suivi de username. Voilà, donc ce composant vous permet d'éviter d'avoir à chercher forcément dans les sessions ou les choses comme ça. Là, on va pas mettre un die, on va mettre un echo. Hop, ça va être bonjour et ensuite un return true. Voilà. Donc imaginons je suis administrateur, j'essaie d'accéder à cette vue, donc c'est user/user/profil. Vous voyez bien qu'il me précise que je suis admin, et de la même façon, si je me connecte en tant qu'utilisateur normal, j'y aurai accès. Par contre, un utilisateur non connecté, donc là je vais me déconnecter, n'y aura pas accès. Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez que vous avez géré 3 niveaux d'authentification. Donc un niveau basique où tout le monde y a accès, les vues publiques, les actions limitées à l'utilisateur et les actions limitées aux administrateurs. Donc là, on a fini avec ce système-là. Ce que l'on va faire juste, c'est créer un système qui permet de rajouter des utilisateurs par rapport depuis directement le back-office. Donc là, je vais sur admin/post. Je me connecte en tant qu'administrateur vu que je veux ajouter des utilisateurs et je vais créer un nouveau panneau. Donc là, je supprime cette action-là qui ne sert à rien et on est parti. Donc au niveau de mes vues, je vais copier tout simplement celle que j'avais créée pour les pages. Donc, au niveau des pages, j'ai admin index, admin edit que je vais copier dans users. Ça m'évitera de perdre du temps. Et ensuite, de la même façon, au niveau de mon contrôleur, users, je vais créer les différentes actions. Donc ici, function admin underscore edit qui permet d'éditer les utilisateurs, une function admin underscore index qui permet de lister les utilisateurs et enfin une dernière fonction admin underscore delete qui prend en paramètre l'id de l'utilisateur et qui le supprime. Donc je fais celle-là parce que c'est la plus simple, c'est this user delete et ça supprime cette idée là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est mettre un petit message pour préciser que tout s'est bien passé. L'utilisateur a bien été supprimé. Et ensuite, on redirige. Donc au niveau de mon action index, je récupère juste les utilisateurs à travers un paginate. Donc $d users égale this paginate user. Hop. Je
je me suis un petit peu trompé, c'est paginate, entre parenthèses, user. Et ensuite, j'envoie tout ça à ma vue. Et au niveau de la vue edit, c'est très simple. On demande un ID qui est optionnel, donc nul. Si des informations ont été postées, on sauvegarde. Donc if this request is post ou is put. Donc ici ou is put. Mais dans ce cas-là, je sauvegarderai directement les informations. Donc là, je ne vais pas faire de règle de validation. Hein. This user save. Et je sauvegarde les informations que je récupère directement depuis les données. Voilà, donc ça vous voyez, c'est toujours la même chose. Et ensuite, if, sinon, si un ID est défini, ben dans ce cas-là, je lis les informations directement depuis le modèle. Donc ici, je fais this user ID et je définis par rapport à l'ID qui est passé en paramètre. Et ensuite, j'envoie tout ça à la vue avec un this request data égale this user read. Hop. Et après, je vais faire un petit tableau pour choisir le rôle de l'utilisateur. Donc ici, on va appeler ça roles. Roles égale array. Donc le premier rôle, ça sera admin. Admin. Et ensuite, le second, ça sera user. Où là, on va l'appeler membre pour que ça soit plus clair pour l'administrateur. Et ensuite, j'envoie tout ça à ma vue. Donc maintenant, je vais éditer mes petites vues. Donc, user index en premier parce que c'est le plus simple. Donc là, ça va être ajouter un utilisateur. Donc là, c'est gérer les utilisateurs. Donc on a besoin de l'ID du login. On n'a pas besoin de savoir si l'utilisateur est en ligne ou pas, mais là, on a besoin de savoir son rôle. Donc ici, on va mettre rôle. Et ensuite, les actions, éditer ou supprimer. Donc là, c'est for each users as $k$v. Tout le reste ne change pas. Ici, c'est username. Ici, c'est le rôle de l'utilisateur. Sauf qu'on n'a pas besoin de faire une petite opération ternaire. On veut juste afficher le rôle. Voilà. Et ensuite, le lien pour éditer et supprimer l'utilisateur. Donc là, c'est set utilisateur. Donc vous voyez que c'est très très simple tout de suite de créer de nouvelles vues. Donc ici, j'ai besoin de rajouter le lien tout en haut. Donc je vais éditer mon template par défaut admin.ctp. Et ici, tout en haut, je vais mettre la gestion des utilisateurs. Donc c'est utilisateur. L'action c'est toujours index, mais le contrôleur c'est users. Donc j'actualise, je clique sur utilisateur et je vois ici que j'ai mon admin qui est un admin et le user qui est un user. Donc là je vais ajouter un nouvel utilisateur et ici j'ai besoin de changer un petit peu ce système. Donc là au niveau de ma vue edit, hop, donc je vais fermer un petit peu tout. C'est éditer un utilisateur. Sauf que là, le form, ça sera par rapport au modèle user. On va demander le username et ensuite on va demander le mot de passe. Donc ici, hop, password. Et ensuite, on va demander à l'utilisateur de le confirmer. Donc ici, c'est confirme. Voilà, donc là, ça va être login, mot de passe. Et ici, ça va être confirmer mot de passe. Et ensuite, on a besoin de définir le rôle de l'utilisateur. Donc là, ça va être rôle. Le label, ça va être rôle. Par contre, je ne pense pas que par défaut, CakePHP comprenne le champ qu'on va mettre là. Donc on verra ça juste après. Et ensuite, toute la partie script ne sert à rien vu qu'on n'a pas de TinyMCE à mettre en place. Donc si j'actualise, vous voyez bien que j'ai le login, le mot de passe, la confirmation. Et finalement, ça, il a deviné tout seul. Donc impeccable. Donc là, je vais rentrer des informations, mais au niveau de mon contrôleur, je vais faire quelques petits changements, et notamment enlever ce système de sauvegarde pour qu'on voit comment sont envoyées les informations et comment les traiter. Donc là, on fait un debug this data, this request data. Donc si j'actualise, ici on va l'appeler test, et on va mettre en mot de passe test, et ici en mot de passe test. Donc là, il y a un petit problème, c'est que ce champ-là, il devrait être de type password. Donc CakePHP, il l'a deviné automatiquement pour lui. Par contre, ici, il n'a pas de règle pour le deviner, donc on va mettre type égale password. Bon, là, on s'en fiche, j'envoie quand même les informations, et cet utilisateur, je le fais devenir membre.
Donc lorsque j'actualise, ici, je vois bien que toutes les informations sont passées, mais contrairement à CakePHP 1.3, cette fois-ci, le mot de passe n'est pas automatiquement encodé. Alors certains diront, oui, c'est moins bien. Alors moi, au final, je trouve ça mieux parce que c'était chiant après de faire des tests. Si vous aviez 2 mots de passe, vous étiez obligé d'encoder le second. Là, l'avantage, c'est que vous allez gérer le système d'encodage du mot de passe au dernier moment. Donc là, ce que je vais faire, je vais vérifier que le mot de passe est égal au mot de passe de confirmation. Donc pour éviter de me prendre la tête à chaque fois à faire this request data, je vais tout simplement sauvegarder ça dans un tableau que je vais appeler data, ou d. d égale this request data. Et pour éviter les problèmes juste un petit peu plus tard avec ce d que j'ai défini ici, je vais mettre $d égale array. Donc ici, hop, carrément je vais mettre user, hop. Donc si le mot de passe de confirmation est différent du mot de passe, donc if $d password est différent de $d password confirme, mais dans ce cas-là, je vais mettre un petit message d'erreur. Donc flash, les mots de passe ne correspondent pas. Et là, au niveau du message, je vais mettre que c'est un message de type erreur. Donc là, array, type error. Sinon, else, ben je fais ma sauvegarde comme si de rien n'était avec un this user save this request data. Voilà. Donc au niveau de ma sauvegarde, ça marche très bien, sauf que j'ai besoin, comme vous l'avez vu, d'encoder le mot de passe. Donc au niveau de mon modèle user, qui n'existe pas pour le moment, donc je vais le créer, ben on va utiliser la fonction beforesave. Donc là, je crée un nouveau modèle que j'appelle user.php. Ce modèle va s'appeler user. Jusque-là, rien de transcendantal. Il extends de appmodel. Et là, on va lui créer une méthode, enfin une action, que l'on va appeler beforesave, qui prendra en paramètre les informations, qui prend en paramètre les options de sauvegarde, qui sont optionnelles. Voilà. Donc ici, ben, ce que l'on va faire, c'est détecter si un mot de passe est envoyé. Donc if iset this data user password. Donc si un mot de passe est envoyé, dans ce cas-là, on l'encode. Donc c'est this data user password égale. Alors pour encoder, on utilise tout simplement le composant hot. Mais là vous vous dites, c'est embêtant, depuis un modèle je n'ai pas accès au composant. Alors ce composant hot est un petit peu spécial parce qu'il arrive aussi sous forme de classe statique et du coup on peut l'appeler depuis un modèle en faisant hot component l'action que l'on va appeler. Si par exemple on veut récupérer le nom d'utilisateur l'idée de l'utilisateur qui est actuellement connecté, on peut faire ça. Mais là ce que l'on va faire c'est encoder le mot de passe, donc ici on met password. Et ici, on met le mot de passe de l'utilisateur non encodé, donc qui est this data user password. Voilà. Et automatiquement, à la fin, on n'oublie pas de faire un petit return true pour dire que tout s'est bien passé. Return true. D'ailleurs, ici, on va plutôt mettre différent de empty, parce que si un mot de passe vide est posté, dans ce cas-là, ça veut dire que l'utilisateur ne veut pas changer de mot de passe. Donc là, je reteste d'envoyer test, test, test. Je le mets toujours en membre et j'envoie. Donc là, vous voyez bien que j'ai eu mon insertion qui a été faite et notamment cet utilisateur a été sauvegardé avec le login test et le mot de passe bien encodé. Donc tout de suite, ce que je vais faire, je vais réessayer, mais cette fois-ci l'action d'édition. Donc ici, je clique sur éditer et vous voyez que là, il me propose d'éditer le mot de passe de l'utilisateur sous forme encodée. Donc moi, je ne veux pas ça du tout. Donc au niveau de mon users controller ici, je vais supprimer cet index this request data password parce qu'il me sert absolument à rien. Donc ici je mets password égale nul. Ou ici vous pourriez juste mettre un petit. Ça vous pouvez aussi mettre un petit. Donc maintenant si j'actualise, vous voyez bien que je ne récupère pas le mot de passe. Donc ça c'est la première solution où tout simplement dans le read vous mettez l'ensemble des champs que vous voulez récupérer. Donc moi je veux ici récupérer seulement le login et le rôle. Donc là si j'actualise, c'est pas login, c'est username. Voilà. Ça fonctionne mieux. Ici, vous récupérez seulement les deux informations qui sont nécessaires. Donc cette solution est plus simple. Et l'avantage, c'est que ça allège un petit peu MySQL. Donc là, j'essaie de sauvegarder. Alors, je regarde vite fait à quoi ressemble son mot de passe à cet utilisateur-là. Je sauvegarde sans rentrer de mot de passe. Et là, vous voyez bien que ça n'a pas essayé de sauvegarder de mot de passe encodé. Bon, au passage, ça fait une insertion, tout simplement parce qu'il y a un petit problème. Hop.
c'est que j'ai oublié de faire passer l'id au niveau du formulaire. Donc là, au niveau de mon petit formulaire, hop, admin edit, je rajoute un champ pour rentrer l'id de l'utilisateur ici. Et je n'ai pas besoin ni de label, ni d'autres informations. Donc là, au niveau de mon read, j'ai aussi besoin de lui envoyer l'id de l'utilisateur. Donc là, je mets virgule id. Donc je reteste. Ici, j'actualise pour éditer l'utilisateur numéro 3. Je le change juste et je le mets administrateur. Je clique sur envoyer. Donc là, vous voyez bien qu'il a fait un update, mais il n'a pas mis à jour le mot de passe. Si maintenant cet utilisateur change son mot de passe, donc là, moi je vais mettre AZ2, AZ2, et que je clique sur envoyer, vous voyez bien que le mot de passe a été modifié. Donc ce que je vais faire, je me déconnecte et je vais tester tout de suite cet utilisateur pour voir si les informations ont bien été modifiées. Donc j'essaie d'accéder à mon administration en tapant test et AZ2. Et automatiquement, j'accède bien à mon administration. Donc la gestion des utilisateurs est fonctionnelle. Donc je vais maintenant supprimer cet utilisateur-là, me déconnecter et ensuite me rendre encore une fois sur l'administration, mais cette fois-ci en administrateur. Donc admin, admin. Voilà. Donc au passage, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de rajouter un user admin? Ben, vous avez vu tout à l'heure que ça fonctionne, ça accepte ça. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des règles de validation, et il y en a une qui est plutôt pas mal, c'est unique. Vous permet tout simplement de gérer l'unicité de l'utilisateur. Donc là, on va mettre if. Donc si les données ont bien été postées, ben dans ce cas-là, on fera un petit message comme quoi l'utilisateur a bien été enregistré. Et sinon, ben ce que l'on fera, c'est qu'on renverra les erreurs. Donc là, il n'y a rien à faire, ça se fera tout seul. Donc aussi, au niveau de mon modèle user, je vais créer des règles de validation. Donc si vous vous souvenez, on avait déjà fait ça pour les posts. Donc là, on va copier ça. Hop, et on est parti. Donc d'abord, on a le username que l'on veut unique. Donc ici, on va mettre unique. On n'accepte pas qu'il soit vide, donc hello empty false. Et le message, c'est ce nom d'utilisateur est déjà pris. Et le password, on ne veut pas qu'il soit vide. Donc ici, vous ne pouvez pas entrer de mot de passe. Et du coup, ça devrait suffire. Donc maintenant, je me connecte, j'essaie de rentrer un nouvel utilisateur qui s'appelle admin et je sauvegarde. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il m'a dit que ce nom était bien déjà pris. Donc d'ailleurs, il y a eu un petit problème. Ici, c'est pas unique, mais c'est is unique. Voilà. Donc, si j'actualise mes informations, elles sont bien. Là, il me précise bien que cet utilisateur est déjà utilisé. Donc vous voyez qu'il fait bien ce select count. Et du coup, je ne peux pas enregistrer mon utilisateur. Le problème de ma règle, c'est que maintenant, si je veux changer juste le rôle d'un utilisateur, il me demande à tout prix le mot de passe. Donc ce que je vais faire ici, c'est, lorsque je sauvegarde les informations, c'est tester if empty $d password. Donc ça veut dire, est-ce que le mot de passe est vide? Si le mot de passe, on ne veut pas l'envoyer, dans ce cas-là, je set directement la variable. Donc, la variable, c'est this request data user password. D'ailleurs, là, je m'embête un petit peu pour rien. Ce que je peux faire directement, c'est mettre un set $d password. Et là, plutôt que d'envoyer toutes les informations, je renvoie juste mon petit tableau $d. Donc là, automatiquement, si je sauvegarde ces informations-là, donc j'ai une petite erreur ligne 34. Voilà, oubliez un petit point virgule. Je renvoie. Mais vous voyez bien qu'il a accepté que je sauvegarde cet utilisateur. Tout simplement parce que là, au niveau de mes règles de validation, j'ai demandé que ça ne soit pas vide, mais je n'ai pas mis de required à true. Parce que ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de cette information-là pour sauvegarder un utilisateur. Donc si l'information n'est pas là, il ne fait même pas la règle de validation. Maintenant, si je mets cette information que je réessaie de sauvegarder, vous voyez qu'automatiquement il me bloque. Donc moi, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc je mets bien ce required à false ou tout simplement je ne le mets pas. Voilà. Donc là, comme ça, mes règles de validation vérifient que l'utilisateur rentre un mot de passe et que ce mot de passe ne soit pas vide. Voilà, comme ça permet d'éviter qu'un utilisateur, au moment de son édition de profil, puisse changer son mot de passe pour un mot de passe vide. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a créé ce système d'utilisateur et qu'on peut maintenant gérer facilement qui est administrateur et qui est utilisateur standard.
Donc là, voilà, je voulais vraiment vous montrer ça, même si pour le site en question, celui qu'on est en train de développer là, ce système d'utilisateur sert absolument à rien. Nous, on n'a que des administrateurs, on n'a pas vraiment d'espace membre. Mais voilà, là, vous êtes sur la piste, si jamais vous voulez créer un espace membre, vous avez un petit peu toutes les clés en main. Donc là, on a fini, vous voyez, avec ce système de site, on a maintenant tout qui est bien fonctionnel. Ce que l'on va faire, c'est finir avec un système de mise en cache pour optimiser les performances du site. Donc là, notre site fonctionne bien, mais le problème, c'est qu'il pompe pas mal de ressources. C'est-à-dire que pour faire fonctionner le site, à chaque fois qu'on accède à une page, PHP va fonctionner, tout le framework va être utilisé, et on va faire quelques requêtes SQL. Le problème, c'est que lorsqu'on arrive sur des assez gros trafics avec un petit serveur, ça pose problème. C'est-à-dire que le serveur a pas assez de ressources pour tout gérer, et il se met à planter. Donc pour éviter ça, ce que l'on peut faire, c'est changer de serveur, évidemment, mais aussi optimiser un petit peu notre code. Donc grâce à CakePHP, vous allez le voir que mettre en cache des pages et optimiser les performances, c'est relativement simple. Donc la première chose, je vais repasser le debug à 1 plutôt que 2, c'est-à-dire que je ne veux plus maintenant les requêtes SQL. Donc ici, je vais dans mon corps, je passe le debug à 1 et j'enlève au niveau de ma vue default le petit debug de la session. Voilà. Donc là, je regarde ma page et je regarde le temps qu'elle met à peu près à se charger. Donc au niveau de ma page réseau, voilà, je vois que ça a mis à peu près 157 millisecondes. Donc c'est assez raisonnable, hein, mais là je suis de toute façon le seul et je suis sur un environnement de développement. Donc maintenant je vais mettre en place ce système de cache. Alors, donc c'est très simple, au niveau de votre app controller, vous avez besoin de charger le helper de cache. Donc ici, au niveau des helpers, je charge le cache. Ensuite, au niveau du bootstrap, vous voyez que par défaut, vous avez déjà un système de cache qui a été paramétré. Donc c'est un système qui fonctionne très bien, mais si vous voulez en changer, vous pouvez le faire. Je crois quelques exemples sur le book. Donc moi je veux juste un cache fichier, ça me va très bien. Donc ce système de cache arrive sous trois formats, je dirais. Le premier, c'est la possibilité de mettre en cache un élément. Alors je vais prendre l'exemple classique. Ici dans mon action défaut, j'avais ce menu. Donc ce menu, c'est quelque chose qui ne change absolument pas sur toutes les pages, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ça fait des requêtes SQL pour récupérer les éléments à afficher. Donc ça sert absolument à rien. Vous êtes d'accord que c'est des performances utilisées pour rien, vu que le menu ne change pas. Donc là, tout simplement, ce que vous pouvez faire au niveau du chargement de l'élément, c'est préciser en second paramètre les variables à faire passer, sauf qu'ici on n'a pas de variables à faire passer, donc ça sert absolument à rien. Mais aussi, donc en troisième paramètre, vous pouvez préciser le cache que vous voulez utiliser. Donc ici, vous mettez array cache et vous mettez ça à true. Et automatiquement, cette action, cet élément sera caché. Donc on fait un petit test. Maintenant, si vous regardez au niveau de votre dossier app, vous avez un dossier temp. Et dans ce dossier temp, vous avez un dossier cache. Et dans ce dossier cache, vous voyez que vous avez ce menu-là. Si vous l'ouvrez, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier assez standard qui est normalement du PHP sérialisé, où dedans vous avez le rendu HTML, et aussi vous avez les différentes informations comme la date de génération, ce qui permet à CakePHP de rafraîchir tous les X temps. Donc en plus de mettre juste true, ce que vous pouvez faire, c'est préciser le système de cache à utiliser. Donc par exemple, ici, juste après, au lieu de mettre true, vous pouvez préciser le système de config à utiliser. Donc par défaut, ça utilise la config default. Donc là, au niveau de votre corps, au niveau de votre bootstrap, vous voyez que ça a ce système de cache. Si vous regardez au niveau de corps, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans bootstrap, tout en bas, mais vous avez les différentes versions du cache qui sont activées. Vous voyez que vous pouvez préciser la duration. Donc par exemple, je vais dupliquer cette ligne-là, je vais la mettre dans mon bootstrap. Et ici, je vais créer une nouvelle configuration de mise en cache. Donc l'engine, c'est toujours file. Par contre, le duration, on va dire que c'est 2 semaines. Donc là, ça va être 3600 x 24 x 7. Ce système de cache, je vais l'appeler week, comme une semaine. Et après, vous pouvez préciser tout un tas de trucs. Et automatiquement, bon là, je laisse tout ça n'importe comment. Mais tout simplement, après, vous allez juste ici, au niveau de la config, à mettre week. Et là, ça utiliserait la configuration de cache qui dure une semaine. Donc comme ça, vous avez la possibilité de configurer la durée de vie de chaque fichier de cache. Donc là, ce fichier, vous voyez, a bien été mis en cache. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément vérifié. Donc au niveau de votre corps, par défaut, c'est commenté. Ici, ça c'est pour le besoin du debug, mais hop. Donc, je vais rechercher cache. Donc vous avez deux configurations. Donc d'abord, c'est ici la possibilité de désactiver le cache de manière globale. Donc, là, on ne veut pas le désactiver, on veut justement l'utiliser. Donc ça veut tout simplement dire à Cake, est-ce qu'il doit utiliser les vues qui sont en cache ou pas. Donc ça, c'est nécessaire de l'activer pour bien avoir ce système de prise en charge. Donc là, pour vérifier que ce menu est pris en charge, donc il y a deux façons de faire.
Donc ici, forcément, j'ai laissé weak, hein. Weak, ça marche plus, c'est juste, on va laisser true. Voilà. Donc là, vous voyez, mon menu a été mis en cache. Alors pour tester que ça fonctionne bien ici, tout simplement, je vais modifier ce fichier-là et le feinter en mettant 2S ici. Donc pour vérifier qu'il récupère bien cette information-là. Donc là, c'était bien le cas, sauf qu'il y a eu un petit problème parce que j'ai mis mon encodage en UTF-8 et ça posait problème. Donc là, vous voyez bien que si je modifie ce fichier-là, ça affecte directement l'action. Donc ça veut dire qu'il check bien si ce fichier existe. Voilà. Et qu'il le recharge à chaque fois. Donc là, on a mis en place un système de cache par élément. Donc on peut aussi l'utiliser, par exemple, pour la sidebar du blog. Donc ça, c'est la première étape. Donc voilà, là vous avez la première étape pour mettre en cache, c'est la possibilité de mettre en cache des éléments. Donc c'est pour ça que lorsque je fais des request actions, même si on dit que c'est très très mal d'utiliser ça en termes de performance, ce n'est pas gênant. Vu que l'on met tout en cache et que le cache dure une semaine voire deux, ben on n'a pas trop de problème. Ça va être appelé une seule fois toutes les 2 semaines, donc c'est pas gênant que ça coûte un petit peu en performance, vu que ça ne sera pas réutilisé. Donc ensuite, notre système de cache, c'est la possibilité de mettre en cache directement des variables. Donc là, je vais carrément aller plutôt dans un de mes contrôleurs, voilà, par exemple post. Imaginons ici, vous voyez que je fais une petite requête pour récupérer le premier élément. Donc moi, ce que je vais faire, tout simplement, cette information, je vais la stocker en cache. Donc pour faire ça, c'est très simple, il suffit de faire juste cache write, de mettre en premier paramètre l'index. Donc là, moi, ça va être post suivi de l'id, et l'id, on va l'appeler directement comme ça, id. Et ensuite, en second paramètre, les informations que l'on veut mettre en cache. Donc automatiquement, si je fais ça et que j'actualise la page permettant d'afficher un article, CakePHP va le mettre en cache. Donc ici, si j'ouvre, vous voyez qu'il a bien stocké ça. Si maintenant j'ai besoin de la récupérer, j'ai juste à faire cache read et de mettre ici le même index. Et automatiquement, ça lira les informations. Donc là, par exemple, si je veux utiliser le cache, j'ai juste à faire if si ces informations j'arrive à les lire. Dans ce cas-là, $post égale l'information que je récupère. Sinon, else, ben automatiquement, je ferai ma requête et ensuite, à la fin de ma requête, je remettrai en cache les informations. Voilà, comme ça vous évite, globalement, au sein d'un contrôleur, de faire une requête qui coûte un petit peu trop en mémoire. Donc là, c'est absolument aucun intérêt, hein, mais vous avez l'idée. Donc si j'actualise, la seconde fois, il utilise directement ce cache-là. Pour vous le prouver, donc ici, on va tester en modifiant le lorem par un arem. Voilà. Si j'actualise, vous voyez bien que ça me met l'arem ipsum et que ça n'utilise pas le système qu'il y a au sein de ma base de données. Donc si je remets le debug à 2, hein, même si là, j'avais pas envie de le faire, ben, vous allez voir qu'au niveau de mes requêtes SQL, ici, je n'ai pas de requête qui permet de récupérer le post directement. Ça ne fait que la requête pour récupérer la sidebar. Donc l'avantage, c'est qu'on a MySQL qui est au repos et qui dort tranquillement. Donc si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, c'est vrai que moi je l'utilise pas forcément, mais ça peut être utile. Donc là, on va aller dans Core Libraries et ensuite on va aller chercher cache. Voilà, et là vous avez ce système qui vous montre un petit peu comment vous pouvez utiliser le cache. Donc globalement c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc là vous voyez que, d'ailleurs, bon, moi je ne vous l'ai pas montré, mais au niveau de la mise en cache, vous pouvez préciser un troisième paramètre au niveau du write ou un second paramètre au niveau du read pour dire quel type de cache on veut lire. Est-ce qu'on veut lire un cache longue durée ou la configuration par défaut. Donc moi vu que j'ai qu'une seule configuration, hein, je ne précise pas ce paramètre. D'ailleurs une autre petite fonction utile qui peut pas mal vous dépanner, c'est celle-là. Vous pouvez préciser dans un système de cache de rentrer une valeur et ensuite l'incrémenter ou la décrémenter suivant les cas. Donc ça peut être pas mal par exemple pour faire un counter cache ou des choses comme ça. Donc moi ici, voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Ça c'est très utile à utiliser dans les modèles. Là vraiment au niveau des contrôleurs c'est pas du tout pratique parce que ça alourdit votre code. Mais si vous faites des requêtes de recherche par exemple dans vos modèles, ça peut être utile d'utiliser le cache pour alléger les performances, pour alléger un petit peu la charge serveur au niveau de MySQL. Donc la troisième solution, c'est la meilleure en termes de performance, mais c'est aussi la plus contraignante. Globalement, CakePHP vous permet de mettre en cache une vue entière. Donc pour mettre en cache une vue entière, il faut configurer dans le core et activer ce que l'on a activé tout à l'heure, le cache check. Et ensuite, au niveau de votre contrôleur, tout en haut, mettre une variable publique que vous appelez cache action et qui va préciser l'ensemble des vues à mettre en cache. Donc par exemple, ici, je vais mettre la vue index en cache. Et ici, je vais la mettre en cache pour 2 days, pour 2 jours. 2 day plutôt, sans S. Voilà, donc je sais que ça fait un petit peu bizarre. Et automatiquement, ça veut dire que cette action, lorsqu'elle sera appelée la première fois, elle sera mise en cache. Donc là, j'essaie d'accéder au blog. Donc ça va être la partie news. Au niveau de votre
système de cache, si vous allez dans Views, vous voyez qu'ici il a récupéré l'URL, donc c'est tuto underscore cakesite, parce qu'en fait il remplace les slash par des underscore, il fait un inflector, et qu'automatiquement si vous ouvrez ça, donc au tout début il a tout un tas d'informations, tout simplement c'est des informations qui permettent de réexécuter du code derrière, et ensuite on a le code HTML de notre vue. Donc là maintenant, si j'accède hop, à un article, ben pareil je vais le mettre en cache, donc au niveau de mon post contrôleur, je vais lui dire de mettre en cache la vue show pour, pareil, 2 jours. Donc si j'actualise, et que je n'oublie pas le petit virgule, hop, ben cette action sera aussi mise en cache. De la même façon, si je revais sur mon système de news et que je lis mon premier article, il le mettra aussi en cache. Et du coup, à chaque fois, il va créer un fichier qui est indexé par l'URL. L'avantage, c'est que du coup, c'est sûr qu'on n'aura pas de problème au niveau de la nomenclature des fichiers, vu qu'une URL correspond à une page, ça c'est normal. Mais là, vous voyez qu'il met bien en cache. Alors ça pose un petit problème. Imaginons que vous voulez mettre un petit message précisant que vous êtes bien déconnecté. Là, si je me connecte à l'administration, que je me déconnecte, hop, là, vous voyez que je n'ai pas eu de message. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il a utilisé automatiquement la vue qui était en cache. Et vu qu'il utilise la vue qui est en cache, il n'exécute plus de code PHP. Donc globalement, on est un petit peu gêné. Alors ce que l'on peut faire, c'est dans nos vues, au niveau par exemple de default, lui dire de ne pas mettre en cache certains éléments. Donc ici par exemple, j'entoure ça du commentaire HTML no cache. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais vous allez voir que ça va fonctionner. Et une fois que j'ai fini, j'entoure ça, pareil, de no cache. Voilà, donc là, l'avantage par rapport à Cake 1.3, c'est que là, ce n'est pas problématique au niveau HTML. Avant, ça cassait un petit peu la validation de W3C. Là, vous pouvez avoir des commentaires au sein de l'HTML, donc ça pose pas de problème. Donc automatiquement, je vide mon cache. Donc là, je n'ai pas de solution pour le faire, donc je vais le faire manuellement. Et ici, j'actualise ma page. Et vous voyez bien que ce message de session a bien été mis en place. Par contre, si j'actualise la page, il n'a pas été stocké au niveau du cache. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble le fichier de cache de CakePHP maintenant, vous voyez bien que c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'à l'endroit où on avait notre session flash, il a laissé le code PHP standard, ce qui veut dire que lorsqu'on va utiliser ce fichier de cache, il réexécutera ce code-là. Donc attention, ce code-là ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Vous avez accès qu'à des éléments et des composants limités. Donc globalement, c'est un espace PHP assez réduit, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès ici à tous les éléments du framework. Vous pouvez faire des request actions, il me semble, vous pouvez accéder aux sessions et aux helpers HTML. Vous n'avez pas accès par exemple aux helpers form, mais par exemple, vous ne pouvez pas faire directement de requêtes SQL, vous ne pouvez pas tester des variables qui ont été envoyées à la vue, parce que là, vous avez vraiment accès request et certains helpers, c'est tout. Donc ça peut être plutôt pas mal si par exemple, je prends le cas de mon site, hop. Vous avez ici tout le site qui est en cache, sauf cette partie qui varie suivant que l'utilisateur est connecté ou non connecté. De la même façon, si on arrive sur la page d'un tutoriel, toute cette page peut être en cache, mais on a cet élément-là et cet élément-là qui est en cake no cache. C'est-à-dire qu'on vérifie si l'utilisateur est logué. Dans ce cas-là, on lui affiche un truc. Si l'utilisateur n'est pas logué, on lui affiche un autre truc. Donc l'avantage de ce système de cache, c'est que ça permet d'avoir quelque chose qui est relativement simple à mettre en place. Vous voyez là, on a mis comme un bourrin toute notre page en cache, mais on a quand même pu avoir un système modulable qui nous permet d'avoir des zones qui ne sont pas en cache et des zones qui ne sont pas forcément très gourmandes en performance, vu qu'on ne check que la session pour afficher un contenu ou afficher un autre contenu. Donc attention, vous ne pouvez pas faire des tests ici, par exemple mettre un if et en fonction de variables qui ont été envoyées à la vue, parce que ça ne va pas fonctionner du tout. De la même façon, vous ne pouvez pas mettre ces cake no cache dans des if qui ont été postés avant. Pour l'avoir testé, ça donne des résultats assez aléatoires. Donc vraiment, si vous avez des conditions à faire, il faut les mettre dans le cake no cache et il ne faut pas qu'elles ne dépendent des variables qui ont été envoyées à la vue. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout. Donc là, vous voyez que du coup, au niveau de l'utilisateur, ça ne change absolument rien. Les vues, elles ont l'air toujours pareilles. Le blog a l'air de fonctionner toujours pareil. Par contre, le principal avantage, c'est au niveau des performances. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était dans les 200, voire 170 millisecondes pour charger une page. Maintenant, directement, si j'actualise, vous voyez que ça descend en dessous des 100 millisecondes. Donc voilà, après c'est vraiment un chiffre qui n'est pas super indicatif, mais ça vous donne déjà un bon ordre d'idée. Là on a divisé par 2 le temps d'affichage pour chacune des pages du site. Et l'avantage c'est que MySQL est en train de faire dodo, parce que pendant qu'on affiche toutes ces pages-là, à aucun moment on ne fait de requête SQL. Donc l'avantage c'est que le serveur se repose. Donc voilà, là je pense qu'on a bien fait le tour sur la création d'un site web en utilisant le framework CakePHP.
Donc pour ceux qui avaient regardé la précédente série, vous voyez que l'utilisation du framework permet vraiment de booster notre productivité. Ce qu'on a créé en une dizaine d'heures dans le précédent tutoriel, ça n'a pris que quelques heures dans celui-là. Donc là, on a un système d'administration fonctionnel qui permet à l'administrateur final de gérer ses contenus de manière simple et efficace. Cette administration est évidemment sécurisée avec un login et un mot de passe qui est pour le moment unique. Donc l'utilisateur peut gérer ses contenus sous différentes formes. Donc il a d'abord la gestion des pages, la gestion des articles qui sont affichés différemment. Sur cette gestion des articles, on avait vu comment mettre en place un système d'éditeur visuel en utilisant le plugin TinyMCE et comment y ajouter un bouton qui permet de greffer notre propre système d'upload de médias. Donc ensuite, on a vu comment classer les articles par catégorie en utilisant les relations au sein des modèles de CakePHP. Donc ici, c'était une relation de type belongs to et as many. Et ensuite, on a vu comment gérer le système d'utilisateur et le système d'authentification pour s'assurer que seuls les utilisateurs authentifiés aient accès au back-office. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux plonger dans CakePHP, de mieux comprendre comment structurer un site internet. Donc évidemment, c'est loin d'être fini. Il y a vraiment plein de choses que l'on pourrait imaginer, notamment un système qui permet de gérer le menu pour afficher les éléments dans un certain ordre. Par exemple, un nouveau système de contenu pour afficher un portfolio, tout plein de trucs. Donc là, je vous laisse un petit peu être créatif. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout, si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à poster sur le forum.